Pendant que je vous parle, j'ai choisi de vous faire un diaporama qui va défiler tout seul sur des regards de mère enfant. Ce n'est pas forcément des images de dépression, il y en a parmi les images. Il y aura aussi des images de bonheur, des images d'autres ethnies, pour qu'on puisse comprendre que le lien mère-enfant est universel et il existe dans tous les moments. Les moments de bonheur, mais aussi les moments difficiles, ce lien, il est là quand même. La grossesse et la maternité représentent un état de changement physique et psychique important qui requiert une faculté d'adaptation naturelle, mais fondamentale dans la vie d'une femme. Le postpartum immédiat est une période de fort potentiel de désorganisation. C'est le passage de 2 à 3, le 3 qui engendre tous les êtres du monde, le passage de l'existence à la création. Actuellement, dans notre société de plus en plus dépourvue de cercles familiaux, de traditions, de rites initiatiques, ce passage est de plus en plus difficile à franchir. Comme dans l'histoire de l'œuf et de la poule, on ne sait pas vraiment si c'est la baisse de taux de fécondité de notre société qui augmente les idéalismes, ou si c'est la crainte de ne pas être à la hauteur des idéalismes qui fait que la fécondité baisse. En tout cas, l'enfant devient un objet rare, précieux, porteur de toutes les attentes de ses parents, et l'instant maternel va être magnifié. Le poids des idéaux, portés par les jeunes mamans, leur interdit de dire qu'elles n'arrivent pas à assumer les transformations de leur corps, n'arrivent pas à se sentir mères, qu'elles sont angoissées à l'idée de ne pas être capables d'assumer leur bébé. La maternité nous est représentée uniquement que sous un jour heureux, de sourire, de bonheur, où il n'est question que de sensations agréables. Même à l'accouchement, il ne faut surtout pas souffrir maintenant. L'obstétrique contemporaine apporte un suivi et une vigilance extrême pour le ventre. Je dis bien pour le ventre de la mère et pour le bébé, mais oublie bien souvent le vécu subjectif de la mère qui lui permet de devenir une mère aimante, sécurisante, dont le bébé a besoin pour se développer harmonieusement. Alors nous pouvons, en tant qu'acupuncteurs, apporter notre accompagnement de l'état énergétique de la femme qui va l'aider à s'adapter aux changements physiques et hormonaux, au bouleversement psychique de cette période de sa vie qui impose un réaménagement psycho-affectif. Ainsi, dans les suites de couches immédiates, 30 à 80% des femmes présentent un épisode dysthymique mineur à résolution spontanée et rapide, qui dure de quelques heures à 48 heures. C'est le baby blues. C'est une étape maturative qui mène à une rupture d'un équilibre intérieur pour déboucher sur un équilibre nouveau. C'est finir un cycle énergétique pour ressurgir dans le nouveau cycle avec toute la force, voire la violence du mouvement de vie. Devenir mère achève le processus d'identification à sa propre mère. C'est pourquoi l'absence réelle de la mère constitue un facteur de vulnérabilité à ce moment. Et puis, il y a l'accouchement, qui est la confrontation de l'enfant réel à l'enfant imaginaire. Certains auteurs appellent même ces moments comme l'étrangeté d'une rencontre. À ce propos, je me demande justement si actuellement cette rencontre, elle a vraiment cette valeur de l'encontre, de cette étrangeté de la rencontre. Parce qu'avec les nouvelles techniques, les échos en 3D, les échos tout simplement, où les mères savent déjà si c'est un garçon, si c'est une fille, le prénom, le poids, la mesure et tout, à la naissance, c'est vraiment déjà presque une rencontre avortée. Et à ce propos, il faut savoir que la rencontre, c'est la rencontre de la mère, mais la rencontre du père aussi.
Et je voulais juste me permettre de vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine. J'ai eu une femme qui est venue à mon cabinet, que je connaissais déjà, que je suivais déjà en acupuncture pendant sa grossesse, et elle arrive à terme dans 15 jours. Et donc elle venait pour sa préparation à l'accouchement, et elle arrive dans mon bureau et elle était en sanglots. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alors elle me dit, mais mon mari hier soir m'a dit oui, et puis cette histoire d'accouchement, tu commences à m'embêter avec ça, moi j'ai plein de boulot en ce moment, je ne peux pas, j'ai pas le temps, et bien c'est pas le moment que tu accouches. Alors moi je lui ai dit, ah bon, et votre mari, l'acupuncture, il aime ça, il croit pas? Oh, il se manifeste pas trop, il me laisse faire, mais je dis, ben, ça tombe très bien. Est-ce qu'il a un numéro de portable? Oui. Vous me le donnez, je l'appelle. Je l'appelle illico et je lui demande, bonjour monsieur Intel, je suis le docteur Guiraud, médecin acupuncteur de votre femme, et je voulais savoir quel jour, quelle heure et quelle minute vous avez choisi pour l'accouchement de votre femme. Alors il est resté interloqué, j'ai dit oui parce que vous savez, je sais que vous êtes un homme très occupé, que vous n'avez pas de temps à perdre avec ça, donc je voulais savoir quel jour, quelle heure, quelle minute vous avez choisi pour l'accouchement de votre femme. Alors je ne vais pas vous prendre plus de temps, vous me rappelez quand vous aurez la réponse. Et j'ai raccroché. Évidemment, il ne m'a pas rappelé, mais le lendemain, sa femme m'a rappelé. Et elle m'a dit, je vous remercie, j'ai très bien dormi cette nuit. Et mon mari hier est arrivé à la maison en me disant, mais tu sais, hein, tu peux accoucher quand tu veux, je serai là. C'était juste une petite histoire. Mais c'est cette alternance du rire aux larmes après l'accouchement, avec le sommeil perturbé, l'anxiété, surtout cette anxiété de ne pas entendre, ne pas écouter son bébé. S'il pleure et que j'entends pas, ça devient très très grave, donc elles ont toujours cette anxiété au début de l'accouchement, après. Et la crise d'identité précoce pour la mère, mais aussi pour le père. Donc ce baby-bus, c'est au moment qui correspond à l'effondrement hormonal, à la déflation estrogestative et qui était appelé au XIXe siècle la fièvre de lait. À l'époque, on disait que le lait se portait à l'utérus pendant la grossesse et refluait dans le sang au moment de l'accouchement pour se porter au sein, et ce mouvement pouvait produire la fièvre. C'est exactement le mouvement du sang dans le Chiang Mai. C'est en tout cas une période de grande turbulence physique et psychique. C'est une perte d'énergie et de sang, l'accouchement, qui vont vite se rétablir dans un organisme correctement équilibré avant l'accouchement. Il y a donc une résolution spontanée quand il y a un équilibre préalable et un entourage familial et soignant favorable. Cependant, il y a 10 à 15% des femmes qui présentent un trouble psychique après l'accouchement qui peut les rendre défaillantes de leur fonction maternelle et entraîner des conséquences sur le développement du bébé. C'est la dépression du postpartum. Ces symptômes vont se manifester dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement, mais le risque de dépression est multiplié par 15, voire 20, dans les 3 mois qui suivent l'accouchement. Il faut savoir que 25% des troubles bipolaires se manifestent suite à une dépression du postpartum. Seuls 10% des femmes déjà soignées pour des troubles psychiques au moment de la grossesse se trouvent déséquilibrées, comme s'il y avait un état de grâce de la grossesse pour ces femmes-là qui sont déjà soignées et répertoriées comme des femmes ayant des troubles psychiques. Et dans les femmes qui décompensent dans la première moitié de la grossesse, ce sont plutôt des dépressions névrotiques, et dans la deuxième moitié de la grossesse, ce sont des dépressions mélancoliques. Ce sont des mères qui sont psychiquement et émotionnellement absentes, qui délivrent les soins d'une façon automatique, sans pouvoir établir une relation avec le bébé, ni par la voix, ni par le toucher, ni par le regard.
C'est une relation blanche. Alors l'enfant cherche à établir cette relation par les pleurs, par les troubles du sommeil et parfois des difficultés alimentaires avec reflux important et prise de poids insuffisante. Ce qui a pour conséquence de provoquer un sentiment de culpabilité, de honte, d'échec chez la mère et aggraver la situation. Je me pose toujours la question si justement à ce moment-là où commence cette difficulté du lien mère-enfant, l'opportunité de faire un 17 WC. Et j'ai entendu ce matin et je me suis dit pourquoi pas aussi le 12 rat et le 5 cœur qui renforce aussi ce lien mère-enfant. Alors le 17 WC, on en a beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais pas vous en parler. Mais je trouve que c'est quand même un point qui régit la relation de l'homme avec tous les ciels, le ciel extérieur et le ciel interne, mais aussi ce lien mère-enfant. Alors l'enfant, à ce moment-là, devient le responsable de la fatigue, du poids qu'elle n'arrive pas à perdre, du manque de sommeil. Et pourquoi n'arrive pas-t-elle à rayonner dans ce moment où tout le monde leur dit que c'est un des plus heureux dans la vie d'une femme? Elles ont tout pour être heureuses. Comment oseraient-elles avouer qu'elles pleurent souvent, que leur enfant ne les intéresse pas, qu'elles ne se sentent plus aimées comme avant? Et puis, si on avoue tout ça, on va les juger de mauvaises mères. À l'accouchement, l'utérus s'est vidé et l'Atshawin est resté un vide de sang au Dehin, certainement sur un vide déjà préexistant, ou un accouchement trop long et pénible, ou une hémorragie, ou des saignements trop abondants et prolongés. Parfois, ce changement d'état de femme enceinte à cet état de vide, ou de femme amère, est une étape difficile à franchir, amène une tristesse et un désespoir. Et le 14 fois porte de l'espérance ou de l'échéance qui régit la fin de tous les mouvements yin, peut bien aider ces femmes à repartir sur une nouvelle vie. Alors elles manifestent un regard sans éclat, une anxiété, une insomnie, des pleurs pour rien, des troubles de la mémoire, palpitations, troubles de la libido et une asthénie avec une langue pâle et mince et un pouls rugueux et faible à la barrière et au pouce du côté gauche. C'est un vide de sang du cœur. Alors le 5 cœur tombe, alors je regrette, je parle chinois avec un accent portugais, qui est l'itinéraire, chemin, territoire de communication, va harmoniser le cœur et le chêne et communiquer avec le Renmai. Il va calmer l'esprit, fortifier le cerveau, va favoriser l'ouverture et la communication à l'expression du mal-être. Il aide aussi à établir la communication mère-enfant. Le 15 Vessi, creux du cœur et poinchu du cœur, va retenir dans le creux l'énergie circulante, régulariser et tonifier le cœur, élargir et décontracter la poitrine, calme l'esprit et tonifie le cerveau. Le 20 VG, point de la mer des moelles, restaure le yang, clarifie et tonifie le cerveau et rétablit les troubles de la mémoire. De 8 fois, nourrit et tonifie le sang. Le 4 WC, pivot de la source, harmonise Shongmai et Renmai, tonifie le souffle originel, Yuan Qi, récupère le yang et harmonise le yang. Le 36 estomac favorise la montée du yang et renforce l'énergie, traite les vides de chi et de sang, contrôle la mère des céréales, établit peut-être le rôle de mère nourricière. Dans les cas d'anémie importante, le 43 Vessi va relancer la fabrication de globules rouges et atténuer très vite l'asthénie et le découragement,
qui sont souvent la cause de mauvaise estime de soi. Sisrat tonifie la rate et l'estomac, harmonise le souffle et le sang, calme le chêne, nourrit le yin, élève la stagnation de sang et aide aussi à la cicatrisation du périnée. Donc, un effet aussi sur les troubles de la libido. Si au tableau clinique précédent, on ajoute les réveils fréquents la nuit, avec transpiration nocturne, agitation mentale et peu de lait, que la langue est rouge avec fissure au milieu et sans enduit, et le pouls superficiel est vide, on est plutôt en présence d'un vide yin du cœur. Alors, on fait les points déjà cités comme 5 cœurs, 8 fois, 4 VC, 6 rats, 20 VG. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, mais vous choisissez ceux qui vous paraissent les plus indiqués. Et on peut faire le 7 cœurs, porte de l'esprit, qui calme le chêne et l'esprit et ouvre les orifices. Le 7 cœurs seul ou associé au 15 VC, qui contrôle la source de l'expression de l'être dans le monde extérieur. Les deux associés ont une action sur le système nerveux autonome et sur les manifestations de l'angoisse comme les palpitations. 14 VC régularise le cœur et le chi et calme l'esprit. 17 VC fait descendre le chi rebelle et favorise la lactation, on a déjà parlé. Et 7 poumons, point clé du Renmai et source de yin qui va emmagasiner le chi et le sang dans le pelvis. Source supérieure des liquides associée à 6 reins vont soutenir l'approfondissement du souffle, notamment du Wei Chi, dans son parcours nocturne 25 fois répété de l'intériorité organique. Le 6 reins tout seul suffit parfois à donner l'impulsion nécessaire, à remonter la pente et relancer l'appétit alimentaire et l'appétit de la vie. 2% des femmes peuvent présenter entre la première semaine et le mois qui suit l'accouchement des bouffées délirantes avec des grandes amplitudes thymiques et anxiété extrême. La note confusionnelle est constante et des illusions perceptives avec fausse reconnaissance. C'est la psychose aiguë. Ce sont des femmes mélancoliques, délirantes avec inhibition, culpabilité, sentiment d'incapacité et d'indignité, avec désorientation et onirisme funèbre. Il y a souvent négation de filiation du bébé, crainte de lui donner un destin malheureux, et parfois négation de la naissance, ce qui explique l'absence de lien affectif. Le risque suicidaire est élevé, le suivi psychiatrique est indispensable. Leur langue est pourpre et les pouls encore des rapides. Il y a une stase de sang. Outre les points cités dans le texte qui vous ont été donnés, nous pouvons employer le 25 estomac, qui va basculer le yang vers le yin, harmoniser l'estomac et tonifier la rate, régularise le chi et mobilise la stagnation. Ce point me paraît important aussi par sa situation au niveau de 8 VC, notion de garde de chaîne, lieu de passage des tendinons musculaires de la rate et cœur. Pourquoi pas le moxé aussi. 42 VC contrôle le pro, associé à la folie, à la passion, à l'instant et à l'attachement qui retient les ronds, aux lames spirituelles. L'association des deux, 25 estomac et 42 vessie, me semble intéressante pour mettre la femme debout, entre ciel et terre, et trouver une nouvelle statique dans un nouveau équilibre. Le 36 estomac va lui donner l'impulsion, la force de poursuivre cette nouvelle route. Autre point utile dans les dépressions, le 29 VB, qui traite les problèmes associés au passage à l'âge adulte, le 3 IG, qui ouvre le Dumai et actionne les muscles qui nous redressent dans la vie et dans le monde, qui traite les problèmes d'identité et relance la confiance en soi.
6 mètres du cœur, point clé du yin wei mai qui tonifie tous les yin et disperse tous les yang. Et 4 rates, point clé du Shangmo qui répond aux 6 MC et règle le yin et le yang. Les deux combinés ont une action sur les systèmes digestifs et cardiaques, très souvent perturbés lors de la dépression du postpartum, la boulimie, l'anorexie, les palpitations liées aux angoisses. Alors aider les femmes à trouver l'équilibre lors de ces troubles me paraît important. Mais les soutenir juste après l'accouchement et les rééquilibrer pour prévenir les troubles me semble essentiel. Plutôt que traiter une souffrance déjà opérante, nous pouvons et devons avoir un rôle dans la prévention de cette souffrance. Une femme qui part de la maternité bien équilibrée énergétiquement, plus apte à faire face au quotidien, pourra passer ce cap d'adaptation à une nouvelle vie bien plus confortablement et bien plus sereinement. Pour que chaque femme puisse devenir une mère aimante et sécurisante dont le bébé a besoin pour se développer harmonieusement, il faut parfois les aider à traverser ce que Winnicott a appelé la préoccupation maternelle primaire et qui finalement n'est qu'une maladie d'amour. Merci. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur l'évolution que tu as vue au cours des 20 ans sur la fréquence des dépressions du postpartum? Est-ce que ça évolue? Est-ce que oui. Il y a des changements? Je pense que ça évolue parce que justement le poids qui pèse sur les femmes actuellement est beaucoup plus important. Et déjà aussi par rapport aux problèmes d'infertilité, on en voit beaucoup plus maintenant qu'il y a 26 ans. Et je pense qu'on est en train d'évoluer. Cette semaine même, ou la semaine dernière, je ne sais plus, j'ai entendu à la radio quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Ils viennent de sortir 2 appareils pour la femme enceinte. Le premier, c'est le monitoring de poche, qu'elle peut relier à son ordinateur et faire écouter au boulot les battements du cœur de son enfant. Et le deuxième, c'est le lactotest, qui est un appareil que les femmes peuvent utiliser pour voir si dans le sang il y a de l'alcool ou pas, et donc si elles peuvent allaiter ou pas. Moi, je trouve que là, c'est tout dit par rapport à l'évolution de la maternité. Par rapport Alors, ces femmes, elles sont complètement perdues dans tout ça. Parce qu'elles se disent où sont les valeurs, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je ne dois pas prendre, et elles ne savent plus. Et je pense que beaucoup de pathologies qu'on voit actuellement, et ce n'est pas un hasard, par exemple, que dans l'évolution des consultations qu'on a en maternité, de plus en plus, et quand je dis de plus en plus, il y a des moments où, par exemple, 80% des consultations sont liées à des troubles du sommeil, à des troubles d'angoisse, et je pense que ça, c'est une évolution. En tout cas, moi, je n'avais pas ces pourcentages-là il y a 26 ans. C'était beaucoup plus des pathologies liées à la grossesse elle-même, des lombalgies, qu'on en voit encore beaucoup d'ailleurs, parce que c'est pareil aussi, les femmes, elles portent un petit peu trop sur le dos parfois, ou elles se mettent trop sur le dos. Mais on avait bien plus d'autres pathologies que maintenant, effectivement. Et je pense, et j'avais retenu justement la phrase que tu as dit hier, et que j'ai trouvé magnifique, qu'au début d'une affaire, ne pas garder le secret nuit à l'achèvement de celle-ci. Et je trouve que c'est ça aussi, tu vois, c'est que le fait qu'elles savent tout, y compris, pour ça que parfois, comme j'ai fait cette semaine pour cet homme, je lui ai dit, vous voulez qu'elle accouche quand des fois, j'ai envie presque de dire aux femmes, mais pourquoi vous allez accoucher? Elles ont déjà, elles arrivent, c'est, vous savez, j'ai passé l'échographie, mesure tant de centimètres, il pèse tant. Bon, d'accord. Et alors? Qu'est-ce que ça leur avance dans leur grossesse? Comment elles peuvent vivre sereinement cette grossesse en ayant tout le temps ce poids de donner du poids à son enfant, qui grandisse, voilà.
Alors, parfois, il y a des femmes qui se mettent justement dans cette peur de ne pas faire grossir leur enfant, de manger, et donc avoir des boulimies et grossir 20-25 kilos pendant la grossesse. Et quand je leur pose parfois la question, j'ai dit, mais pourquoi vous avez envie de manger comme ça? Ah, parce qu'il faut que je fasse un beau bébé. Et je dis, ah bon? Vous savez, moi, j'ai grossi 5,5 kg pour ma deuxième grossesse et ma fille c'est quand même 3,2 kg. Alors on n'a pas besoin de prendre 25 kg pour avoir un bébé de 3 kg. Mais c'est, voilà, l'évolution elle est là, je trouve. Bien sûr, je souscris à toute cette réflexion, mais je vais faire quand même un peu l'avocat du diable, dans le sens où ce développement de la technologie qui touche vraiment tous les domaines de la société, selon la grossesse et partout, il ne va pas s'arrêter, hein, même s'il y a cette crise dans laquelle nous sommes, et on ne sait pas où ça va venir, mais ça va continuer. Mais bon sang, comme j'évoquais ce matin, c'est pas ça uniquement en tant que tel. Il faut aussi que nous nous positionnions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est sécrété de l'ordre de la sécurisation par ça, hein, à tous les domaines. Et il faut bien qu'à un moment donné, collectivement, j'en sais rien, je démissionne moi collectivement, mais qu'au moins qu'individuellement, ça se fasse, quoi. Encore une fois, comme on disait ce matin, on ne peut pas diaboliser cette technique-là. Mais il faut bien que les gens, à un moment donné, dans leur maturation personnelle, se positionnent vraiment, comme dans le choix alimentaire tout à l'heure. Parce qu'on n'entend que ça. Je veux dire, c'est l'impression que c'est mon travail de cabinet. C'est-à-dire d'arriver en permanence à pouvoir partager avec nos patients. D'abord, il faut l'avoir fait soi-même, mais de partager avec nos patients cette aliénation-là. Et donc, je crois que dans la réflexion que l'acupuncture nous amène à faire, c'est de ne pas subir ou la technologie ou les, comment dirais-je, la pollution, de faire une mauvaise écologie, finalement, comme on voit à l'heure actuelle ici et là, qui reste en fin de compte complètement inféodée à la première des forces d'aliénation qui est l'angoisse, mais d'arriver, bon sang, enfin vraiment à questionner ce rapport-là. Moi, ça me fatigue, quoi. C'est pour ça que je témoigne un peu comme ça. Alors, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas du tout contre la technique. Je pense qu'il y a 24 ans, à un moment donné, c'était le début de la péridurale dans la maternité où je travaille. Et j'en avais marre qu'on dise tout le temps l'acupuncture, si, l'acupuncture, ça. Et moi, je faisais mon travail dans mon coin, sans rien dire, je creusais mon trou. Et un jour, je suis allée voir un médecin anesthésiste, le médecin anesthésiste, à l'époque il y en avait qu'un, et je lui ai dit, je veux faire un travail avec vous. Il m'a dit, c'est quoi? Eh bien, je vais faire une étude comparative acupuncture péridurale. Et tous les médecins obstétriciens m'ont dit, mais vous êtes complètement dingue, parce que de toute manière, l'acupuncture ne fait pas le poids avec la péridurale. Et j'ai dit, mais il ne s'agit pas d'une histoire de poids. Vous savez, moi, je suis là depuis 2 ans ou depuis 3 ans, et j'aimerais bien savoir si ce que je fais sert à quelque chose. Parce que ça serait dramatique pour moi d'arriver à la retraite en disant, mon Dieu, toute ma vie, j'ai fait quelque chose qui ne sert à rien. Donc, je voulais savoir. Et le médecin anesthésiste, qui était vraiment quelqu'un de très virulent vis-à-vis de l'acupuncture, m'a regardé et m'a dit, vous voulez faire un travail avec moi? Je dis, oui, je vais faire un travail avec vous. Et donc on a fait ce travail ensemble. On avait à l'époque 120 cas de femmes accouchées par acupuncture. Et il y avait déjà l'informatique, les dossiers sous informatique au Belvédère. Et donc je lui ai dit, voilà, moi j'ai 124 femmes qui ont accouché sous acupuncture. Maintenant, vous allez me ressortir 120 cas de femmes qui ont accouché sous péridurale et on va comparer. Et comme c'était possible de faire ça, on a essayé de faire les 120 cas qui m'a retiré, donc de l'ordinateur, étaient des 120 cas qui coïncidaient le plus possible à mes cas à moi, c'est-à-dire le même âge, la même parité, le même terme, même catégorie socio-professionnelle. Et donc, on a fait cette comparaison. Et à la fin,
on est arrivé à la conclusion que les femmes qui avaient de l'acupuncture avaient beaucoup moins d'extraction instrumentale que les femmes qui étaient sous péridurale, parce qu'il faut dire que la péridurale à l'époque n'était pas comme la péridurale maintenant, donc ils donnaient des fortes injections et puis la femme n'avait pas cette sensation du périnée ni de pousser. Quand on disait aux femmes pousser qu'elles étaient sous péridurale, elles faisaient elles ne sentaient pas le périnée. Donc forcément les extractions instrumentales étaient beaucoup plus importantes. Et en termes de travail, la durée du travail était à une demi-heure près identique. Donc c'était important de faire ce travail qui nous a amené à une réflexion finalement sur l'acupuncture. Et à l'époque, j'allais beaucoup en salle de naissance. Et puis, il y a 18 ans, j'ai arrêté d'aller en salle de naissance parce que ça me prenait vraiment trop de temps et donc j'ai arrêté la salle de naissance. Et donc, pendant des années, il n'y a pas eu d'acupuncture en salle de naissance. Et un jour, on est venu me voir en disant « Écoute, on aimerait bien que tu fasses peut-être la formation des sages-femmes en acupuncture pour la salle de naissance, parce que quand même, avec tout le santo et tout qu'on donne actuellement en salle de naissance, on a quand même beaucoup des troubles du rythme cardiaque du bébé qui sont atypiques. On ne sait pas trop. Et puis, quand tu faisais de l'acupuncture, on n'avait pas ça. Et j'étais contente parce que j'ai dit, bon, quand même, ça fait presque 20 ans que je suis là, mais petit à petit, je fais mon chemin. Et donc, on a commencé les formations des sages-femmes. Et actuellement, elles pratiquent beaucoup en salle de naissance. Et c'est pour dire que tu vois que la technique, oui, elle est importante, mais parfois la technique a aussi des défaillances et on peut être complémentaire à la technique. Et je ne nie absolument pas la technique, pas du tout. Quand je fais un travail en acupuncture, je me penche toujours sur le côté technique et sur le côté médecine occidentale telle que je l'ai apprise aussi en tant que médecin occidental, parce que je suis médecin, je ne suis pas médecin chinois, et je ne connais pas beaucoup de choses de la médecine traditionnelle chinoise. J'essaie tout simplement d'apporter et d'amener un lien, et de ramener ce que je peux à cette technologie. Je ne suis pas du tout contre la technologie, mais je ne suis pas du tout non plus à l'exagération de la technologie. Qu'une mère aime bien écouter le cœur de son enfant, je comprends. Moi aussi, j'aimais bien l'écouter quand j'allais en consultation. Mais de là, que plusieurs fois par jour, elle écoute le cœur de son enfant, qu'elle arrive au boulot, qu'elle branche son ordi pour faire partager tous ses collègues de travail, je trouve que là, c'est barbant. Si quelqu'un peut m'orienter. Il s'agit d'une de mes patientes, une femme de presque 30 ans, qui a accouché il y a presque 3 ans maintenant d'une petite fille. Et comme la version ne se faisait pas, bon, j'ai bien essayé avec mes moyens d'aider à cette présentation, mais ça ne s'est pas fait. Donc elle est arrivée en siège et elle a eu une césarienne. Et cette petite fille est née avec une dysplasie de hanche qui en fait s'est avérée quand même quelque chose de très sérieux. Donc prise en charge par le chirurgien, enfin, et ça continue. Et cette femme en fait est très dépressive, elle a beaucoup de mal à se remettre. Visiblement son état s'est détérioré depuis cet accouchement. Et on en arrive en fait à une époque où on n'ose même plus parler de son avenir. C'est-à-dire que je n'ose même pas moi-même lui dire est-ce que vous voulez d'autres enfants quand quelqu'un en consultation, parce que je ne sais pas. J'ai lu quelque part dans un document concernant son accouchement que son utérus était hypertonique en fait. Apparemment, l'enfant ne pouvait absolument pas se retourner et l'utérus posait quelques problèmes. C'était pas une déformation. Alors je voudrais savoir s'il y a un moyen de redonner une espérance à cette femme, d'améliorer l'état de son utérus, enfin une orientation pour qu'éventuellement elle puisse envisager l'avenir. Voilà. Ça me fait rire parce que mes élèves me disent toujours moi je suis très cœur, 7 cœurs, et donc il faut 3 cœurs, 7 cœurs. On en voit de plus en plus des utérus comme ça, surtout pour les filles de mères qui ont eu de la... Ouais.
du Distilbène. Les femmes qui ont eu du Distilbène pendant leur grossesse, elles ont souvent des problèmes justement d'utérus qui est très tonique. C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas de cette Oui, patiente. ouais. Mais on en voit de plus en plus. Ouais. Les bébés sont de plus en plus gros, mais ça je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que j'avais un vieux médecin qui travaillait dans la maternité quand je suis arrivée, et quand on voyait une femme toute petite et qui arrivait avec un gros ventre, on disait oh là là, on va peut-être faire une radio pour voir si ça passe ou pas et tout. Et elle disait mais t'inquiète pas, les mères elles font toujours les bébés à leur taille. Je pense que cette femme déjà elle a besoin justement d'être aidée psychologiquement, et l'acupuncture seule ne pourra pas lui suffire déjà. Et puis il ne faut pas la priver de son avenir, il faut lui parler au contraire de son avenir et d'autres hypothèses d'enfant. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a eu cet enfant et que l'expérience a été malheureuse que la prochaine fois ça va se passer de la même façon. Je pense qu'au contraire, on peut s'appuyer sur cette expérience malheureuse pour prévenir d'autres expériences